Grosse chute sur le marché des crypto-monnaies, mais ne paniquez pas, c'est normal d'avoir de la volatilité. On ne peut pas monter en ligne droite, c'est impossible. Donc forcément qu'on aura des corrections. Et finalement, entre le Bitcoin à 100 000 dollars et le Bitcoin aujourd'hui à 92 000 dollars, c'est quoi? C'est 8% de correction. C'est beaucoup, effectivement, mais c'est encore une fois normal dans un cycle sur le marché des crypto-monnaies qui est un marché quand même ultra volatile. Et forcément, comme le Bitcoin donne un peu le métronome au reste du marché, ben, on a beaucoup de crypto-monnaies qui suivent et qui chutent lourdement. Donc, on a quand même une Bitcoin dominance qui baisse un tout petit peu. On est à 57%. Il y a quelques jours, on était à 60%. Donc, le Bitcoin range un petit peu et peut-être que les liquidités sont en train de commencer à se déverser sur les altcoins. Je rappelle, plus on a cette Bitcoin dominance qui baisse, plus on pourra avoir une alt season. Et une alt season, ça veut dire les capitaux qui rentrent sur les altcoins et les altcoins sont plus faiblement capitalisés, donc peuvent être plus volatiles. Et donc, volatile à la hausse si on a beaucoup de capitaux qui rentrent sur les altcoins. Encore une fois, pas tous les altcoins ne pèteront parce que on a énormément de crypto-monnaies, on a beaucoup plus de dilution en fait parce qu'aujourd'hui, ben voilà, il n'y avait pas autant de projets au précédent cycle. Mais est-ce qu'on aura une altcoin season comme on l'a eu au précédent cycle? J'en sais rien. En attendant, c'est ce que beaucoup espèrent parmi vous parce qu'on est beaucoup à être positionné sur des crypto-monnaies plus faiblement capitalisées, on va dire. Après, il y a toujours les narratives en fait qui sont intéressantes. Hein. La narrative de l'intelligence artificielle, donc avec NIR, avec Tensor, avec Render, avec FET, etc. Tout ça, ce sont des cryptos qui sont intéressantes. On a les Real World Assets, donc avec par exemple Chainlink. Alors ça a été un petit peu boudé pendant longtemps parce que Chainlink, le prix n'a pas franchement évolué pendant tout le bear market. Là, c'était globalement très très stable, une espèce de stablecoin. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle des dino coins, c'est-à-dire des crypto-monnaies qui étaient là au cycle précédent, voire encore avant. Par exemple, XRP. XRP, il se réveille légèrement, mais XRP, pendant tout le bear market, pareil ici, hop, c'est très plat, c'est-à-dire qu'il ne se passe absolument rien. Après, XRP, c'est un petit peu différent parce qu'ils étaient en procès avec la SEC et ça semble être rentré dans l'ordre. Alors, je voulais juste vous montrer, donc ça, c'est par exemple le bull run de 2021. Vous savez, le bull run de 2021, il s'est passé en deux... Aujourd'hui, on est par ici. Il s'est passé en deux pics, on va dire. Il y a eu un pic au mois d'avril, au mois de mai. Et il y a eu un autre pic au mois de novembre, peut-être manipulé par FTX. Mais en tout cas, on a eu deux grandes hausses. Regardez dans la première hausse, on a l'impression que tout se passait bien, que tout montait extrêmement bien et on a eu quand même des corrections. Il suffit de regarder un petit peu, on va prendre ici la règle pour mesurer. On va regarder ici, hop, en l'espace de 9 jours, on a perdu 25%. On est passé de 57 000 à 42 000. Vous voyez comment c'est colossal? Ensuite, on va reprendre une autre mesure. Ici, en l'espace de 20 jours, on a perdu 26%. 26%. Là, dites-vous qu'on a perdu que 8% sur le Bitcoin en l'espace de quelques jours. Ça peut aller plus bas, ça peut potentiellement aller chercher en dessous de 90 000, en dessous de 85 000, ça peut aller jusqu'à 80 000. C'est possible. Et même si là, par exemple, on a une correction de 26%, si on aurait une correction de 26% depuis les 5 000 dollars, ça voudrait dire qu'on descend aux 74 000 dollars. C'est assez simple à calculer quand on a des chiffres ronds comme les 100 000 dollars moins 26%, ça donne donc 74 000. Est-ce que ça va se passer comme au cycle précédent? J'en sais rien, mais vous voyez qu'on ne peut pas monter en ligne droite. Là, ça monte quasiment en ligne droite. Et encore, si on regarde, on a quand même des journées de correction. Ça monte quasiment en ligne droite. Et puis à un moment, ça se calme un petit peu. Plus ça monte, plus ça se calme un petit peu. Plus ça monte, plus ça se calme, plus ça monte. Et au bout d'un moment, effectivement, ça se calmera, ça corrigera. Et ce sera vraiment le début du bear market. Donc, no stress, c'est normal d'avoir des phases où ça corrige un petit peu. Et justement, c'est plutôt des points d'entrée intéressants. Si vous n'avez pas acheté du Bitcoin à 100 000 parce que c'était trop cher, peut-être qu'à 92 000, vous pouvez vous poser quelques petites questions et vous dire, ok, c'est pas plus mal de l'acheter aujourd'hui. On va faire un petit tour sur Twitter, toujours des volumes sur les ETF qui sont colossaux, bien que on regarde la journée d'hier, on a quand même 435 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. Alors, la journée précédente, il y en avait beaucoup qui étaient rentrés, hein, on avait 490 millions qui étaient rentrés. Le 21 novembre, on avait plus d'1 milliard qui était rentré sur les ETF, dont 600 millions sur l'ETF de BlackRock. C'est colossal ce qui se passe. Mais quand même, ça corrige aussi parce qu'on a des millions de dollars qui sont sortis des ETF. Ça veut dire qu'ils sont sortis du marché. Sur les ETF Ether, on peut regarder un petit peu. Globalement, c'est assez stable. Il ne se passe pas grand-chose. Vraiment, il y a des beaucoup plus petits volumes. Mais bon, hier, voilà, 2 millions qui sont rentrés. Avant-hier, 91 millions. La veille... 9 millions qui sont sortis, 30 millions qui sont sortis, voilà. Ether, pour l'instant, ça dort encore un petit peu, mais le jour où ça se réveille, je pense qu'on pourra vraiment déclencher une altcoin season, parce que
season, elle part aussi lorsque la dominance du Bitcoin chute, mais lorsque celle d'Ether monte. C'est d'abord l'Ether qui va monter avant de déclencher en fait l'augmentation de tout le reste des crypto-monnaies. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler donc de la Chambre des députés du Brésil qui proposerait donc, enfin c'est un membre de la Chambre des députés qui propose un projet de loi visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin. Et encore une fois, ça c'est méga intéressant, c'est méga bullish. Si ça fait ça, alors Brésil c'est pas un petit pays, hein. Si les États-Unis font ça et que ensuite d'autres pays veulent suivre, là on aura vraiment un FOMO étatique, comme j'aime l'appeler. Et de plus en plus d'États voudront investir dans le Bitcoin, donc ça peut être méga, méga, méga bullish. Attention par contre, à partir du moment où il y a une personne qui va détenir un grand nombre de Bitcoin, alors ça n'aura pas un impact sur la décentralisation du réseau, parce que pour ça, il faudrait maîtriser plus de 51% de la puissance de calcul. Et l'attaque des 51%, plus on avance dans le temps, plus on s'en éloigne. Mais je pourrais vous faire des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais ça peut avoir un impact en termes de manipulation de prix un petit peu, ou de manière générale, si Michael Saylor, par exemple, se met à vendre avec MicroStrategy, là, ça peut être la panique en fait. Déjà, le fait qu'on voit qu'ils vendent, mais tout le monde va paniquer. Et ensuite, le fait qu'il en vende, s'il en vend beaucoup, ça va faire forcément des grosses baisses. Donc, voilà, il faut s'y préparer. Et quand Asher il a tweeté, quand certains disent que Michael Saylor et donc MicroStrategy ne vendront jamais leur Bitcoin parce que lui c'est un crypto convaincu, enfin un Bitcoin convaincu, un Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire qu'il n'investit que dans le Bitcoin. Attention à bien comprendre parce que là, Michael Saylor a perdu le contrôle majoritaire des votes chez MicroStrategy en fait. Les actionnaires ont les droits de vote sur l'entreprise et il a un pouvoir en dessous des 50%. Donc ça expose l'entreprise à un risque de gouvernance plus indépendante et potentiellement à des investisseurs activistes et des décisions autour de Bitcoin qui pourraient donc ne plus être entièrement entre ses mains. Okay, donc, à voir, mais ça veut dire que, bon, on va pas rentrer dans le détail, hein, en gros, il y a des actions de classe A, des actions de classe B, bref, il a plus 50% des droits de vote, donc c'est pas le seul, bien qu'il reste très influent, hein, attention, il reste très influent en tant que président exécutif, cela pourrait bien évidemment avoir un impact important sur les bitcoins détenus par la société si la majorité souhaite vendre les bitcoins détenus. Et effectivement, les actionnaires ont le droit de vote sur la société, tout comme les actionnaires de Microsoft vont pouvoir décider, je sais pas si ça s'est fait ou si ça va se faire bientôt, ils vont pouvoir décider à la prochaine Assemblée Générale si Microsoft peut investir dans le Bitcoin ou non. En fait, c'est la majorité qui décide et donc c'est les actionnaires. Et si il y a une personne qui a plus de la majorité, évidemment, c'est lui qui décide finalement. Mais là, il perd donc les plus de 50%. Donc, à savoir, voilà, faut pas voir Michael Saylor comme un gourou, comme quelqu'un qui vendra jamais ses Bitcoins. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, on va finir sur deux petites réflexions. Est-ce que la démocratisation du Bitcoin pourrait passer par une gamification? Moi, je pense que oui, en fait. Si on veut vraiment une adoption massive, mais quand on parle d'adoption massive, c'est-à-dire que ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, tout le monde, ton voisin, ta voisine, ton boulanger, ton taxi, etc., tout le monde investit dans les crypto-monnaies. Si on veut ça, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de gamification et surtout une utilisation beaucoup plus simplifiée des plateformes de crypto, de la blockchain. Et en fait, il faut qu'il y ait une éducation autour de ça. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je vous fais des vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait trop plaisir. D'ailleurs, laissez un petit like pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait des interfaces crypto-friendly, comme on dit. Et ça, on en a de plus en plus. Par exemple, Swissborg, c'est méga simple d'utilisation. Coinhouse, c'est aussi simple. Desblocs, par exemple, c'est un compte bancaire, mais tu peux aussi avoir un wallet non custodial, c'est-à-dire avoir tes propres cryptos sur ce compte. Voilà, c'est vraiment le top du top. Après, il y a des plateformes qui sont beaucoup plus compliquées. Même Binance, la version pro, elle est quand même assez compliquée. Sur BitGate, sur KuCoin, sur Mexi, tout ça. Ça reste faisable. Moi, je l'ai appris en quelques temps, mais ça reste des plateformes qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et surtout, quand quelqu'un n'investit pas dans les marchés financiers et encore moins dans les crypto-monnaies, ça reste une usine à gaz. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille étape par étape pour avoir une adoption massive. Et c'est grâce à une adoption massive qu'on pourra vraiment installer les cryptos sur le très long terme. Ensuite, il y a des gérants d'actifs, des gérants de fonds qui commencent à se dire « Ok, il faut vraiment qu'on aille sur le Bitcoin ». L'autre fois, il y avait quelqu'un qui recommandait à ses clients d'investir le plus rapidement possible sur le Bitcoin. Il y avait vraiment un FOMO et on était au-delà des 90 000 $. Là, il y a quelqu'un donc Schwab, le fonds, qui nous dit que, le gérant se dit avoir été bête de ne pas avoir acheté de Bitcoin et d'avoir proposé du trading sur le Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver incessamment sous peu. J'ai lu l'article ce matin, mais voilà. Globalement, c'est encore une fois des news bullish parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent proposer à leurs clients d'investir en crypto-monnaie. Et on va finir avec le nombre d'adresses, le nombre de nouvelles adresses sur Bitcoin. On voit que le nombre de nouvelles adresses est en constante
augmentation plus ou moins si on part de 2012 et qu'on voit aujourd'hui, mais on a un pic de nouvelles adresses qui est fait pendant les phases de bull run. Et là, on voit qu'on est sur un top de marché. Hop, en 2017, on avait vraiment plein de nouvelles adresses qui se créent. Ça s'est calmé et ensuite, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, hein, mais ça veut dire qu'on n'a pas de nouvelles adresses au moment où ça se calme. Et ensuite, hop, ici pareil, un pic de nouvelles adresses au moment du bull run de 2021. Ici, on a eu un pic de nouvelles adresses pareil en novembre 2023. Je pense aussi c'est parce qu'on était assez proche de l'approbation des ETF sur le Bitcoin. Et globalement, ici, on est sur une phase plutôt tranquille. Ça ne veut pas dire que on va aller beaucoup plus haut. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adresses, mais toutes les personnes qui rentrent dans la crypto, qui n'ont jamais créé d'adresse Bitcoin, qui n'ont jamais créé de wallet, qui n'ont jamais rien fait, je pense que ça va être un indicateur aussi à suivre pour pas essayer de timer le top, mais avoir encore une fois un indicateur supplémentaire. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en description pour ouvrir les comptes sur les plateformes d'échange et avoir les frais qui sont réduits ou avoir les primes à l'ouverture. Swissborg, c'est méga intéressant en ce moment, c'est entre 1 et 200 euros, c'est un ticket à gratter et tu peux avoir des jolies primes à l'ouverture. BitGet aussi, tu peux avoir jusqu'à 8000 euros. Voilà. Alors évidemment, il faut faire des grands volumes de trading et il faut déposer beaucoup d'argent, il faut déposer plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais globalement, les plateformes de crypto sont plutôt généreuses en ce moment, donc n'hésitez pas à ouvrir vos comptes et de manière générale, ayez plusieurs comptes parce qu'on ne peut pas faire la même chose avec chacun des comptes et on ne peut pas investir sur toutes les cryptos sur un seul et unique compte. Si vous voulez aller chercher un peu plus de risques, un peu plus de cryptos qui sont faiblement capitalisés, il va falloir aller sur des plateformes telles que KuCoin, telles que BitGet, telles que Mexi, telles que Gate.io, etc. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!